Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Mi-novembre 1972, à Londres. Inutile de vous dire qu'il ne fait pas très beau à Londres en novembre 72. Nous sommes dans le restaurant du Claridge, luxueux établissement bien sûr, et 5 hommes sont là qui devisent sur les qualités respectives de plusieurs vins français et italiens. Ce sont 5 banquiers de la haute finance. Il y a là notamment James Cook, qui est le directeur de la Banque d'Angleterre, un homme tout à fait impeccable avec sa pochette blanche. Il y a aussi ce banquier sicilien, Michele Sindona. Lui est le patron d'une banque américaine, la Franklin Square National Bank. Il n'est pas seulement le patron de cette banque américaine, il a aussi des banques italiennes, la Banca Privata notamment, qui est une filiale de la banque Ambrosiano, et quelques autres dans des paradis fiscaux. Parmi les actionnaires de ces banques, l'Institut pour les œuvres de religion, l'IOR, autant dire la Banque du Vatican. C'est lui, Sindona, qui a invité Cook, le directeur donc de la Banque d'Angleterre, avec un objectif. Il a l'intention de se lancer, n'oubliez pas qu'on est en 72, il voudrait se lancer sur le tout nouveau marché d'échange des euro-dollars. Les euro-dollars, pour faire simple, en un mot, ce sont tous les dollars échangés en dehors des États-Unis, ou presque tous. Un marché donc très lucratif, qui n'a pas encore été réglementé à cette époque, et c'est à la City que s'échange l'essentiel des euro-dollars. Pour y accéder, il faut donc montrer patte blanche, et voilà pourquoi un petit dîner au Claridge ne devrait pas faire de mal. Quand Sindona aborde ce sujet, son interlocuteur fait la sourde oreille, et à la fin du repas, le Sicilien s'amuse à plier en origami. Il prend un morceau de papier, il plie, il fait un chapeau de pape, une tiare qu'il dépose devant l'Anglais, et il lui dit « Je suppose que vous voudriez savoir qui je suis ». Cook l'écoute. « Eh bien, je suis la mafia, dit-il. » Alors là, évidemment, ça crée un peu de gêne, silence, et le Sicilien rompt ce silence dans un grand éclat de rire. Finalement, tout le monde se détend. L'Anglais semble apprécier ce qu'il prend pour de l'ironie, et quelques jours plus tard, la Franklin Bank obtient l'habilitation pour ouvrir une succursale à Londres, malgré ce qui doit être considéré comme une certaine réputation sulfureuse autour de notre Sicilien. Et oui, Michele Sindona n'a pas bluffé, il a bel et bien des liens importants avec la mafia. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, qui est-il, ce personnage ? Michele Sindona. Il a grandi dans le nord-est de la Sicile, à Patti, en face des îles éoliennes, si vous voulez. Son père était un fleuriste qui n'avait pas beaucoup d'argent, et pour cause, puisqu'il jouait aux cartes, il jouait beaucoup trop, et le fiston, qui a donc connu la pauvreté, les fins de mois plus que difficiles, est à son tour devenu joueur de poker, excellent joueur même, qui sans vergogne a plumé tous ses camarades de fac de droit à Messine, puis s'est spécialisé en droit fiscal, ça peut toujours servir, et pendant la guerre, il a profité de l'arrivée des Américains, au moment des grands débarquements en 1943, pour se livrer au commerce de citrons, de poissons sur le marché noir, avec l'autorisation de la mafia. En 1946, il ouvre un cabinet de fiscaliste à Milan. Milan, c'est la capitale financière de l'Italie, j'ai pas besoin de vous dire ça. Il a déjà tout son carnet d'adresses, ça fonctionne très bien ces petites affaires déjà. Et en parallèle, il rachète à bas coût des parts dans toutes sortes de sociétés, dans l'acier, l'alimentation, le cinéma, l'immobilier. On est dans la pleine reconstruction, bientôt 450 millions de dollars d'actifs qu'il va placer dans des paradis fiscaux, au Liechtenstein notamment, grâce à une société qui s'appelle Fasco AG. En 1960, Sindona achète une première petite banque, donc cette fameuse Banca Privata, puis une banque suisse, la Finabank. Il met à ce moment-là un pied dans ce qu'on doit pouvoir appeler la haute finance, et pour toutes ces acquisitions, il a très vite des capitaux. À chaque fois qu'il en a besoin, hop, ça arrive comme ça en quelques jours. Il faut dire qu'il est toujours très proche des Américains, notamment du Parti républicain, parce que Sindona est un très virulent anticommuniste. Dans l'Italie de l'époque, ça prend un sens très particulier. Il finance par exemple un journal américain, le Roma Daily American, qui est financé directement par la CIA. Il s'illustre d'ailleurs par des articles contre les impôts, contre la régulation qui est en train d'étouffer l'Italie, etc. Il reste par ailleurs, n'oublions pas sa fameuse déclaration londonienne de 72, il est proche de la Cosa Nostra.
En octobre 57, à Palerme, au Grand Hôtel des Palmes, un certain nombre de chefs siciliens et américains qui ont des liens directs avec la mafia se réunissent en secret. Il y a là d'ailleurs le fameux Lucky Luciano qui a traversé l'Atlantique. Rencontre historique, si vous voulez, américains et siciliens enterrent la hache de guerre qui, c'est vrai, était déterrée depuis longtemps, et ils décident de se partager le marché de l'héroïne avec des revenus exponentiels, sauf que ça fait beaucoup d'argent sale à blanchir tout ça et qu'il y a besoin de spécialistes et de financiers, à commencer par Michele Sindona, bien entendu, proche par ailleurs des milieux religieux. Il a quelques amis au Vatican, notamment l'archevêque de Milan, Montini, que vous connaissez forcément parce qu'en 1963, il deviendra le pape Paul VI. En 1967, les socialistes italiens décident de taxer les revenus du Vatican. Vous imaginez le scandale. Paul VI demande à Sindona de mettre les placements du Saint-Siège le plus possible à l'abri du fisc. Et voilà comment s'organisent des circuits d'optimisation pour cette fameuse Banque du Vatican, là, pour cet institut pour les œuvres de religion, l'IOR, dont le nouveau patron est un prélat américain, dont lui aussi le nom vous est forcément parvenu aux oreilles, c'était Paul Marcinkus. Ah, c'est un personnage, 1m89, plus de 100 kilos. Il a été garde du corps du pape autrefois. Marcinkus, c'est le gorille du pape, n'est-ce pas? Qui est franc-maçon, membre de la loge Propaganda Due, la fameuse loge P2, dont l'objectif est de faire barrage aux communistes à tout prix, et donc très proche de la CIA. Bref, Marcinkus investit dans les banques de Sindona comme la Banca Privata, et ensemble, ils vont créer aux Bahamas une joint venture, filiale du Banco Ambrosiano, pour faire circuler les capitaux du Vatican. Et parallèlement, Sindona s'empare de cette banque américaine, la Franklin Bank, pour spéculer à Londres sur le marché des eurodollars. Nous revoilà venus à notre point de départ. Et pour ça, il puise dans les capitaux de ces autres banques italiennes. Au début des années 70, celui que la presse financière surnomme le Shark, c'est-à-dire le requin, est donc à son apogée. Il a la cinquantaine. Il a toutes sortes de réseaux, vous l'avez compris. Il cultive, on peut le dire, le mélange des genres. Il est le fiscaliste de Cosa Nostra, il est un agent de la CIA, banquier du Vatican, inscrit à la loge P2, pilier de cette haute finance un peu glauque mais extrêmement efficace. Pour tous ses clients, Michele Sindona n'a qu'une méthode qui est l'opacité. Il n'a qu'un but, le rendement. Ça tombe bien, c'est aussi le but de ses clients. Et en 4 ans, les transactions réalisées par la Franklin Bank, par Michele Sindona, passent de 20 millions à 3 milliards 300 millions par an. Si j'ose dire, on ne plaisante plus du tout, là. Vous écoutez Radio Classique. Il y a une petite chose que je ne vous ai pas dite encore, c'est que cet empire financier de Sindona est néanmoins plus fragile qu'il n'en a l'air. Il y a des petites fissures un peu partout et des signaux d'alerte. Par exemple, le rachat d'une holding financière qui va lui échapper en Italie. Une banque qui se retire de son archipel de sociétés. Et sur les différentes places financières, il y a quand même des gens un peu plus avisés sans doute que d'autres et qui commencent à se méfier de lui. À la fin de 1973, les traders londoniens de sa Franklin Bank enregistrent des pertes sur les marchés d'échange qui sont très volatiles, il faut dire. Pour couvrir ces pertes, ils vont doubler la mise. On a un peu l'impression d'être au poker, là. Et ils perdent encore. Et Sindona essaie de masquer ce qui est un véritable désastre en créant des transactions gagnantes avec ces banques européennes. Le procédé fait un petit peu illusion pendant quelque temps, mais la vérité, c'est que les journalistes spécialisés comprennent ce qui est en train de se passer et tirent le signal d'alarme. Et les premiers investisseurs commencent à retirer leur placement des comptes de la Franklin, mais aussi de la Banca Privata, et aussi de la Banco Ambrosiano, qui est si proche du Vatican. Quand la Franklin déclare enfin ses pertes, eh bien, c'est ce qu'on appelle le bank run. Vous savez, le cauchemar de tous les banquiers. C'est le jour où tous les clients débarquent pour vous demander la rétrocession de leurs dépôts. Vous savez que les banques n'ont en réserve qu'une partie, bien sûr, des dépôts. Et surtout, les autres banques refusent de prêter à la Franklin pour régler ce problème qui pourrait n'être que transitoire.
Là, les associés de Sindona commencent à s'inquiéter beaucoup et la plupart le lâchent. La Banque fédérale américaine redoute ce qu'on appelle un effet domino. Donc, pour éviter la catastrophe, elle renfloue un peu la Franklin, mais ça ne suffit pas. Les pertes sont de plus en plus énormes. En octobre 1974, le rideau tombe. La Fed, comme on dit, la Banque fédérale, prononce la faillite de la banque. C'est la plus grosse faillite bancaire de toute l'histoire des États-Unis, en tout cas jusqu'à ce que nous avons connu depuis, n'est-ce pas? À l'époque, c'est la plus grosse. Elle entraîne dans sa chute les banques italiennes de Sindona, donc la Banca Privata, le Banco Ambrosiano dans la foulée. Les autorités bancaires italiennes désignent un fin limier pour essayer de tirer tout ça au clair. C'est un commissaire aux comptes qui s'appelle Giorgio Ambrosoli, homme qui est un petit peu la bête noire de Sindona, qui est un peu tout le contraire de ce que lui-même a essayé d'être toute sa vie, et qui va découvrir, sans grand mal, des transferts illégaux, beaucoup de résultats maquillés, puis ce gouffre de pertes cumulées. La Banca Privata est en faillite, on appelle ça il crack Sindona, c'est comme ça que les journaux italiens en font des manchettes, et ça coûte quelques 225 millions de dollars aux autres banques italiennes. Seulement, Giorgio Ambrosoli découvre autre chose. C'est qu'il y a des comptes offshore, oui, au Luxembourg, aux Bahamas, au Panama, des montagnes de plus en plus opaques pour masquer la fraude fiscale du Vatican, mais aussi pour blanchir l'argent sale de la mafia. L'avocat Giorgio Ambrosoli va s'approcher de la vérité. C'est un peu Icare qui s'approche du soleil. Vous savez, il faut faire très attention. Il finit par transmettre à la justice italienne et à la justice américaine d'ailleurs un rapport qui fait 2000 pages. À Palerme, c'est un jeune juge qui va examiner les liens de Sindona avec Cosa Nostra justement. Et le juge en question, c'est le célèbre Giovanni Falcone. Il se trouve qu'à l'époque, le grand maître de la loge P2, Licio Gelli, est déjà réfugié en Argentine. Il sait qu'il y a cette enquête en Italie. Il avertit Sindona. Le parquet va lancer un mandat d'arrêt contre toi, dit-il. Quitte l'Italie. Et c'est ce que fait Sindona, qui dans un premier temps se réfugie en Suisse, classique, et prend un avion pour la Jamaïque, puis de la Jamaïque à Hong Kong. On le retrouve ensuite en Thaïlande. C'est une sorte de cavale sans fin, parce que, évidemment, qu'Interpol a été prévenu par l'Italie. Finalement, c'est aux États-Unis que Sindona décide d'atterrir. On est là en décembre 1974, aux États-Unis où le parquet fédéral enquête lui aussi sur la faillite de la Franklin Bank. Vous imaginez bien que cet atterrissage ne va pas passer inaperçu. Et grâce au rapport d'Ambrosoli, le procureur fédéral américain va inculper Sindona de 78 chefs d'inculpation. Ah oui, aux États-Unis, c'est comme ça. On n'y va pas avec le dos de la cuillère. Le magistrat exige une caution de 3 millions de dollars pour maintenir le prévenu en liberté. Et le 11 juillet 79, à Milan, c'est la stupéfaction. Le fameux commissaire aux comptes, là, Giorgio Ambrosoli, est abattu devant son domicile. Pourquoi est-ce qu'on n'est même pas surpris? Quelques jours plus tard, la mafia assassine aussi le commissaire de police Giuliano qui épluchait les comptes bancaires liés à la mafia. Et en août, c'est un nouveau rebondissement. Sindona est enlevé à son tour. Il est enlevé carrément en plein New York. Des lettres qui ont été postées de la banlieue new-yorkaise parviennent à la police. C'est Sindona lui-même qui écrit « Je suis séquestré par un groupe révolutionnaire qui me demande de livrer la liste des 500 personnalités en vue de la finance et de la politique dont j'ai exporté les capitaux illégalement. » La vérité, c'est que Sindona n'a pas été enlevé, vous avez bien compris. Il a repris l'avion en fait sous une fausse identité. Il se cache maintenant à Palerme, dans un hôtel qui est tenu par ses amis, c'est toujours l'hôtel des Palmes. Il tente de faire chanter quelques personnalités sans résultat et finalement, il va rentrer aux États-Unis, se livrer au FBI en racontant son pseudo-enlèvement. Il s'est même fait tirer une balle dans la cuisse pour rendre la version un petit peu plus crédible. Il est complètement aux abois, Sindonia, au bout du rouleau. En février 80, il comparaît devant le tribunal fédéral de New York pour fraude, conspiration, détournement de fonds. Il a bien l'intention que le Vatican puisse faire tout ce qu'il peut pour le soutenir au cours de ce procès. Et l'évêque Marcinkus de l'IOR et 2 cardinaux vont faire le déplacement seulement la veille de leur déposition. Le Vatican fait volte-face. Le Vatican décide de lâcher Sindona en plein procès et le Sicilien est condamné à 25 ans de prison.
pendant que Sindonia était jugé aux États-Unis, en Europe, ça continuait, les faillites de banques véreuses. En 79, un autre juge chargé de l'enquête s'appelle Alessandrini, celui-là va être assassiné, bien entendu. En 82, Calvi, qui est le successeur de Sindona comme banquier du Vatican et président du Banco Ambrosiano, est retrouvé pendu sous un pont de Londres. Vous vous rappelez peut-être cette affaire. Il avait des briques dans les poches, mise en scène qui semble désigner la loge P2 dont on parlait tellement à l'époque. Et puis, il y a la secrétaire de Calvi qui va tomber de l'immeuble de la banque. Oh, comme ça tombe mal. Selon les magistrats italiens chargés de l'affaire, Cosa Nostra a liquidé Calvi, qui n'aurait pas respecté les pactes et fait perdre beaucoup d'argent à la pieuvre. Avec toutes ces morts en cascade et avec une situation qui lui a échappé absolument de partout, il n'a plus de soutien maintenant, on peut dire que Sindonia a un peu de soucis à se faire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, pendant quelque temps, Sindona a purgé tranquillement sa peine à la bibliothèque de son pénitencier en Floride. Ah oui, c'est comme ça, quand vous avez quelques relations et beaucoup d'argent, n'est-ce pas, on peut toujours s'arranger. Sauf que, en 1984, les États-Unis acceptent de l'extrader vers l'Italie et qu'à Milan va commencer un nouveau procès pour blanchiment d'argent, banqueroute frauduleuse. Alors, il y a moins de chefs d'inculpation qu'aux États-Unis, mais ils sont au moins aussi graves. En 85, le tribunal italien condamne Sindona à 15 ans de réclusion criminelle et dans sa prison, qui est pas loin de Milan, à Voghera, on le surveille comme le lait sur le feu. Il y a 10 caméras qui ont été installées nuit et jour dans sa cellule, devant, autour, jusqu'à la cour. Il faut 3 gardiens pour le garder en permanence. Il est à l'isolement, bien sûr, aucun contact avec quiconque. Mais c'est pas tout. Il est encore renvoyé devant la cour d'assises de Milan pour avoir commandité l'assassinat du commissaire aux comptes, le fameux Giorgio Ambrosoli, qui avait révélé en quelque sorte toutes ces malversations. Le tueur, qui s'appelle Arrico, a tout raconté au juge américain avant d'être lui-même abattu en 84 au cours d'une tentative d'évasion d'une prison de New York. Et bien sûr que avec toutes ces accusations, Sindonia est condamné maintenant à la perpétuité. Il a 65 ans à l'époque. Il est de retour à Voghera, il accuse un peu le coup. Là. Le matin du 20 mars 1986, un gardien lui fait glisser son petit déjeuner. Sindona verse son café dans un verre en plastique. Il disparaît dans les toilettes de la cellule, en fait derrière le muret. Et au bout de 20 secondes, il est là de nouveau. Mais alors cette fois, complètement secoué. Il a des convulsions. Il monte empoisonné, dit-il. Et il s'écroule. Les gardiens interviennent tout de suite, on l'emmène à l'infirmerie de l'hôpital, ça va faire 2 jours de coma, et puis il meurt. Et on va retrouver effectivement dans le petit gobelet de café là, du cyanure qui était contenu dans un sachet de sucre. L'enquête va établir que le sachet n'a pas été introduit par les gardiens. Sindona l'aurait fait entrer lui-même grâce à un certain nombre de visites et comme l'odeur du cyanure mélangé au café est extrêmement rebutante, la police déduit qu'il a bu tout ça en toute connaissance de cause et donc ce ne serait pas un assassinat mais bien un suicide. Suicide que Sindona aurait tenté de maquiller en assassinat pour que sa fille puisse toucher la prime d'assurance vie. Vous voyez qu'on entre maintenant dans des détails assez sordides. On peut dire que la vie de Michele Sindona avait été empreinte de mystère, mais que sa mort ne l'est pas moins. Franck Ferrand sur Radio Classique. Christian Chavagneux a fait paraître il y a quelques années au Seuil un ouvrage qui s'appelle « Les plus belles histoires d'escroquerie ». Il raconte, Christian Chavagneux, que en 2014, les bureaux du Saint-Siège ont été cambriolés. Une partie des archives financières à l'époque a disparu, mais quelques mois plus tard, des lettres écrites par Sindona au Vatican ont été anonymement rendues au pape. Voilà ce que nous dit Christian Chavagneux, qui va plus loin, voilà ce qu'il avance. Un demi-siècle après que Sindona a mêlé l'argent du pape, de la mafia, de la loge P2 et de la vie politique italienne. Et 30 ans après sa mort, quelqu'un fait pression sur François pour le dissuader de se plonger dans des réseaux financiers de l'ombre anciens mais visiblement toujours actifs.
Ah, là, nous quittons l'histoire pour entrer dans une forme d'actualité. La vie, le parcours tellement étonnant de Sindona me font penser à cette trilogie qu'avaient mise en avant dans l'Antiquité les grands tragédiens. Vous savez, les Grecs avaient 3 termes pour désigner ça. Ils disaient « koros, hubris, athée ». Koros, c'est la satiété. L'hubris préside à la démesure. Athée, c'est tout simplement le désastre. Vous écoutez Radio Classique.